Guys, j'espère que vous vous portez bien. Après cette 18e défaite, j'espère tout de même que ce matin, vous vous êtes dit, les gars, ce n'est pas grave. Franchement, pour cela, il faudrait peut-être omettre le fait qu'en ce moment, nous, supporters de Manchester United, nous soyons complètement submergés par tant d'émotions. Nous avons tristesse, amertume, rancœur, colère et parfois même folie. Donc oui, c'est pas facile. Il faut quand même qu'on s'accroche. C'est bientôt fini. Pour ceux qui s'en souviennent, l'année dernière, à pareil moment, je vous avais dit, les gars, on a cumulé 14 défaites, mais préparez-vous mentalement. Préparez-vous psychologiquement parce qu'on est loin. On est même très loin d'avoir touché le fond. Et cette année, voilà, 18 défaites. La bonne nouvelle, en revanche, c'est que nous y sommes presque. Je pense que bientôt, en effet, nous allons toucher le fond. Et que derrière, on ne pourra plus que remonter à la surface. Et pour ce faire, les gars, pour vous montrer à quel point cette saison elle a été chaotique, à quel point elle a été catastrophique, regardez cette image s'il vous plaît. Jusque-là, depuis la création de l'APL, c'est-à-dire depuis 1992, soit 33 ans au passage, en termes de victoires cumulées, notre pire saison, c'était lors de la saison 2021-2022. On avait Olé aux commandes qui a été limogé. Juste après, Rangnick est arrivé. Mais on avait quand même trouvé les moyens et les ressources de pouvoir cumuler 16 victoires. 16 victoires, les gars. Déjà à l'époque, c'était ouh. Là, cette année, lors de la saison donc 2024-2025, le maximum qu'on a pu cumuler jusque-là, certes, il reste encore un match, mais c'est 10 victoires. 10 victoires jusque-là, les gars. Énorme. En termes de points également, jusque-là, notre pire saison, c'était une nouvelle fois lors de la saison 2021-2022. On avait pu cumuler 58 points. Déjà à l'époque, on criait au scandale. 58 points, on n'était clairement pas habitués. 58 points. Cette année, les gars, à ma connaissance, je crois qu'en novembre, je vous ai dit tout ce qu'il nous fallait, c'est 40 points. Si tu as 40 points, tu es sûr de pouvoir être maintenu en première division. Ça, c'était en novembre, pour ceux qui s'en souviennent. Et là, il reste un match. Nous n'avons toujours pas obtenu les 40 points. Combien d'équipes sont retournées en deuxième division avec 39 points? Je prends l'exemple de Blackpool. Blackpool, pour ceux qui s'en souviennent, en 2012, ils avaient effectivement 39 points. Ils sont partis en deuxième division. La seule chance que nous avons cette année, c'est le fait que nous ayons des équipes comme Leicester, Southampton ou encore Ipswich qui sont totalement à la ramasse. C'est la seule chance que nous avons. Sinon, les gars, 39 points. Beaucoup d'équipes sont parties en deuxième division avec 39 points. Également, en termes de défaites, encore une fois, l'année dernière, c'était la pire jusque-là, 14 défaites. Cette année, on en a 18. Donc là, la photo, elle a été prise juste avant le match contre Chelsea. Donc pour l'instant, on en met 17, mais cette année, donc maintenant, on en a 18. En termes de buts marqués, la pire saison, c'était donc sous Van Gaal. Vous vous rappelez la saison où on avait un corner et au lieu de le frapper proprement, on se retrouvait avec la balle à De Gea. Une saison complètement ennuyeuse. Et donc cette année-là, on avait marqué 49 buts. Cette année, en termes de buts marqués, nous en sommes à 42. Ensuite, en termes de buts concédés, ça, je pense qu'on ne pourra pas faire pire que l'année dernière. L'année dernière, les gars, c'était occasion sur occasion, sur occasion, sur occasion. 58 buts concédés. Cette année, on en a 53. Donc, il reste un match, enfin 54 maintenant avec le match de Chelsea. Enfin, donc, 54 maintenant. Je pense pas qu'on puisse encaisser à domicile, même si on perd 4 buts quand même face à Aston Villa lors de la dernière journée. C'est possible, mais bon. Et enfin, jusque-là, notre record en termes de nombre de matchs sans victoire, c'était 7. Et hier, on est passé à 8. Donc hier, on est rentré encore une nouvelle fois dans l'histoire en alignant 8 matchs d'affilée. Et à l'instant T, je me rappelle, puisque je vous avais dit que la trêve venait au mauvais moment. On venait en effet, on avait fait match nul contre Arsenal, on avait étrié même Real Sociedad 4-1, on avait étrié une nouvelle fois 3-0 Leicester, et derrière il y a eu la trêve, et puis bon ben voilà. Ensuite également les gars, j'aimerais rebondir sur les propos de Sean Dyche. Sean Dyche, vous connaissez donc
l'ancien manager de Burnley, d'Everton. Il a dit, donc il a eu une interview avec Gary Neville, et il a dit lors de cette interview, il a dit que avec ses méthodes, avec sa façon de faire, il pense qu'il aurait pu avoir plus de points, qu'il aurait pu cumuler plus de victoires que Rubén Arubena. Et justement, je pense que beaucoup parmi vous vont dans son sens en disant que justement, Rubén Arubena, ce qu'il fait, c'est pathétique, il a des chiffres catastrophiques. Ok. Dans ce qu'il dit, les gars, je suis totalement d'accord avec lui. C'est-à-dire que là, si on avait mis Sean Dyche à la place de Ruben Amorim, donc en octobre ou novembre dernier, si on avait mis donc Sean Dyche à la place de Ruben Amorim, au jour d'aujourd'hui, Sean Dyche aurait eu effectivement, selon moi, plus de points, plus de victoires que Ruben Amorim à l'instant T. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'il allait faire, c'est du basics. Il allait arriver, il allait dire les gars, on va défendre proprement, il va aller juste, allez, on va essayer de récupérer les seconds ballons, on va se battre l'un pour l'autre, ça sera juste, voilà, transformer des joueurs en spartiates, en spartiates, voilà. Sauf qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, cela va avoir une bonne tendance pendant quelques mois, voire peut-être quelques années, et ensuite, fou. La différence, en réalité, entre Sean Dyche et Amorim, c'est que Amorim, lui, doit inculquer une nouvelle façon de faire. Il doit transformer des joueurs, alors que ce ne sont pas ces joueurs, il doit transformer, véhiculer vraiment une manière, une nouvelle approche. Si tu viens avec ces joueurs-là, tu leur dis, B.A.B.A, tu fais ceci, tu fais cela, tu défends en guerrier, tu vas en contre en guerrier, c'est ce que tous nos managers ont fait jusque-là, Mourinho, Ole, Ten Hag, ils l'ont tous fait. Tous ces managers-là, on a eu droit à un certain push-up pendant quelques temps, et derrière, boum. Donc oui, en effet, si Sean Dyche était là, il allait avoir en effet plus de points, plus de victoires que Rubén Arubena. Mais jusqu'à quand ? C'est juste que là, en réalité, c'est toute la mentalité que nous cherchons en réalité à révolutionner. Et c'est pour ça peut-être que ça prend un peu plus de temps. C'est pour ça que pour l'instant, oui, les chiffres sont catastrophiques, sont pathétiques. Mais encore une fois, je suis désolé, on va devoir se retourner vers la direction. Tu ne peux pas venir chercher un coach tel que Rubén Arubena qui a sa propre philosophie de jeu et derrière espérer qu'il fasse un miracle. Puisque lui, justement, il ne fait pas du basics. C'est plus facile d'enseigner, donc que ce soit Sean Dyche ou que ce soit David Moyes, que ce soit je ne sais qui, tous ces coachs-là peuvent arriver, et je suis d'accord avec eux, ils auraient fait en effet, en termes de, pas en termes de jeu, mais en termes de points, en termes de bonheur à l'instant T, ils auront eu, oui, plus de points, ils auront eu plus de moments de bonheur que Rubén Arubena. Mais ce que Rubén Arubena doit faire, lui, c'est vraiment inverser les choses. Il doit repartir de zéro et réinculquer, réapprendre le football. Donc forcément, les gars, c'est plus difficile. Donc je suis d'accord avec Sean Dyche, mais une nouvelle fois, sincèrement, moi j'en avais marre. Personnellement, je sais pas pour vous, mais moi j'en avais marre de voir mon équipe face à Arsenal, face à City, face à Liverpool, venir en mode bloc bas, attendre que l'adversaire commette une erreur, et puis derrière on les gaze. Franchement, oui, c'est vrai que sur l'instant T, tu es content, tu as pris les points, mais à un moment donné, le football, il a évolué. Et moi, je veux voir du football, je veux voir un peu de l'enjaillement. Et en réalité, pourquoi Rubén Arubena souffre tant ? C'est parce que, je suis désolé, il n'a pas les bons outils. Tout simplement. Je pense que là, on m'a dit que lors de sa première saison, donc à la fin de la saison au Sporting, il a vraiment dégagé 12 joueurs. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je l'ai vu hier. Il a dégagé 12 joueurs. Maintenant, la question c'est, en a-t-il la capacité de pouvoir le faire à Manchester United ? Pourra-t-il le reproduire ? Dégager 12 joueurs ? Parce que oui, je suis désolé, on doit revenir une nouvelle fois sur le précédent manager. Parce qu'en termes de physique, l'équipe n'est pas au point. Et on l'a vu, il essaye vraiment, on fait de bonnes choses pendant 20, 22 minutes, 23 minutes, et derrière, il suffit juste qu'une décision va contre nous, et derrière, tout le monde, il n'y a plus personne. Tout le monde est perdu. Et après, physiquement, on pêche. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, en termes de recrues. Je pense fermement qu'aujourd'hui, oui, nous sommes 16e, nous sommes la risée de l'Angleterre. Mais je pense sincèrement que si nous avions 2 joueurs, c'est-à-dire un meilleur gardien et un meilleur attaquant,
je pense qu'on aurait accompli une meilleure saison. Chelsea, là, ils sont 6e, ils sont 5e, là. Pourtant, je suis désolé, les gars, mais Chelsea, ils sont nuls. Ils ont remporté le match, fair and square, content pour eux. Mais sincèrement, si on creuse plus, ils sont nazes. Et pourtant, ils sont 5e. Donc là, pour moi, si on avait juste un meilleur gardien et un meilleur attaquant, et justement, on va y revenir parce que c'est Ten Hag qui est parti chercher son pote, le gardien, et c'est également Ten Hag qui est parti chercher Højlund. Sur le coup, on s'est dit, oui, on va y croire, c'est un jeune joueur, il a marqué 10 buts. Le mec, il a même marqué 10 buts. Il avait marqué 10 buts, les mecs, à Atlanta. 10 buts, il avait marqué. Donc sur le coup, oui, on a voulu se trouver des excuses en nous disant que ouais, il a fait 100 mètres, je sais pas en combien, 100 mètres en 9 secondes, je crois, donc c'est quelqu'un de très rapide. Oui, mais aujourd'hui, malheureusement, on doit faire face à la réalité. Il n'a tout simplement pas le niveau. Et le gardien, c'est pareil. Bon, hier, je ne veux pas lui en tenir rigueur, mais sur l'ensemble de la saison, le nombre de buts de gars qu'on a encaissés, Onana n'est pas bon. Donc pour moi, juste 2 joueurs. C'est-à-dire que l'année prochaine, on arrive à avoir un très bon gardien. Même si je vous ai dit que ce n'est pas la priorité. On arrive à avoir un très bon gardien, on arrive à avoir également un très bon attaquant. On va faire un bon gap. Donc, Evra l'a souligné en disant que pour lui, c'est toujours l'homme de la situation en parlant de Rubena. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que oui, la saison, dans le fond, en termes de statistiques, les gars, c'est pitoyable. C'est pathétique. Mais si on creuse, notre façon de jouer a changé. Nos réflexes ont changé. On panique moins, on est là, on prend le temps de faire tourner, on prend le temps également de faire ressortir le ballon. C'est pas propre, bien évidemment. Il y a beaucoup de travail. Et il le dit. Ce que j'aime bien avec lui, c'est que il n'est pas là à venir se reposer sur ses lauriers en nous disant que tout est magnifique, on va gagner la PL. Il dit, je souhaite remporter la PL, mais il y a énormément de choses qu'il va falloir corriger, énormément de choses qu'il va falloir vraiment travailler, sur lesquelles nous devons travailler. Énormément de points qu'il va falloir rectifier. Malheureusement, voilà où nous en sommes. Donc pour moi, Rubena reste toujours l'homme de la situation. Et après, en conférence de presse, il est venu nous dire qu'il était content, très content du match de Højlund. Mais les gars, normal, je vais vous donner une espèce d'échelle, une espèce de baromètre. On va vous dire que ça, ici, c'est Tinky Winky. Ici, c'est Tokar. Mais tout le lot, c'est un joueur nul. S'il se rapproche plus de Tinky Winky que de Tokar, vous allez vous dire, ouais, je suis content de son match. Parce que dans tous les cas, c'est un Tokar. C'est juste que il aura en effet réalisé un match moins tocaresque que d'habitude. C'est tout. Donc, et puis, il y a un point sur lequel on ne va pas négliger, c'est qu'il nous dit systématiquement, je ne vais jamais venir critiquer un de mes joueurs devant la presse. Et je suis d'accord avec lui, les gars. Le linge sale se lave en famille. Donc aujourd'hui, vous avez des problèmes, vous le gardez entre vous. C'est pas la peine d'aller venir le crier sur tous les toits, c'est pas la peine. Et donc, quand il vient, il nous dit que j'ai bien aimé le match de Højlund, je trouve qu'il a progressé. Par rapport à ce qu'il devrait faire, oui, forcément qu'il a progressé. Mais a-t-il les aptitudes, a-t-il les compétences, a-t-il le niveau requis pour être attaquant et surtout unique, s'il vous plaît, unique attaquant de Manchester United? La réponse est non. La question que je me pose, c'est, encore une fois, on va se tourner vers les dirigeants. Comment on fait pour qu'en 99, on avait Sherindan, Solskjaer, York, Cole. En 2008, on avait Ronaldo, Rooney, Tevez, Berbatov. 2008-2009. Ouais, Tevez, Berbatov. En 2011-2012, on avait Chicharito. Déjà là, on sent que, bizarrement, ça coïncide avec l'arrivée des Glazers, on sent qu'il y a quand même un fossé. Parce que là, tu passes de Tevez, Ronaldo, Rooney et Berbatov. Je suis désolé, Berbatov, c'est classe mondiale. Rooney, classe mondiale. Ronaldo, classe mondiale. Tevez, classe mondiale. En 2012, on est passé donc de ces 4 joueurs-là à Welbeck, Chicharito, Rooney et Van Persie. Donc là, on a Van Persie, classe mondiale, en effet. On a Rooney, classe mondiale. Bien que ce Rooney-là, il est moins bon, moins performant que le Rooney de 2008-2009, à Welbeck, Chicharito. Je suis désolé, on sent déjà qu'il y a un déséquilibre. Donc là, déjà, on commence à voir, entre 2008 et 2012, on voit déjà que ça va décrescendo. Et maintenant, on se retrouve avec le seul attaquant que nous ayons, c'est Højlund, les gars.
Même si on tape dessus, on dit qu'il est nul, il est nul, il est nul. Je suis désolé, une nouvelle fois, il va falloir se retourner vers les dirigeants. Pourquoi? C'est inadmissible qu'un club du standing de Manchester United se retrouve avec un seul et unique attaquant, Højlund. Højlund devrait être normalement celui qui devrait rentrer lors des 10 dernières minutes, histoire justement de faire reposer notre attaquant star. C'est inadmissible que Højlund, même si Zerzi est blessé, mais n'empêche, ça fait que 2. C'est inadmissible qu'au jour d'aujourd'hui, en 2025, on se retrouve, alors que par le passé, encore une fois, on a eu on a eu que des attaquants de classe mondiale. On a eu Van Nistelrooy, on a eu Falcao qui est arrivé en fin de carrière, on a eu Cavani. Ah, aujourd'hui, Højlund. Donc oui, on peut le critiquer, on peut se moquer de lui. Mais les gars, est-ce que c'est de sa faute, sincèrement? Triste, mais c'est comme ça. Il est en panne de confiance. Faudra quand même le backuper pour que lors de la finale, il gagne un but. Est-ce que ça va sauver les meubles? Non. Faudra quand même qu'il dégage. Mais pour l'instant, on va devoir le backuper. Et je suis désolé encore une fois, les gars, c'est pas vraiment vers Højlund qu'il faut se tourner, c'est vers les dirigeants, vers les rapias, les mecs qui ne veulent pas injecter de l'argent, bande de Tinky va. Et je suis désolé, les gars. Hein. Moi, je vous ai dit que Ratcliffe, Ineos, ce sont des Tinky. Vous m'avez dit, je vous attends au tournoi. On en parle dans 1 an, dans 2 ans. Peu importe les joueurs qui vont acheter. Ce mercato-là, c'est pas eux qui vont les acheter. Et la raison pour laquelle on espère qu'on va aller en Ligue des Champions, c'est parce que justement, on espère que derrière, on aura un peu plus d'argent. Parce que si on va pas en Ligue des Champions, on va se transformer en... On va devoir donc faire tourner encore, parce que les deux ne veulent pas injecter de l'argent, on va devoir donc faire avec. Alors que si on gagne la Ligue Europa, on aura 110 millions en plus. 110 millions, ça peut te ramener 2-3 bons joueurs. Mais ce sera pas Ineos qui va les ramener. Ok, peut-être que c'est eux qui vont aller les dénicher, mais c'est pas leur argent. Voici ce que je suis en train de vous dire. Et enfin, donc, Rubena nous dit que là, il reste 5 jours, donc ça va être 2 jours de repos. Donc aujourd'hui, dimanche, off, histoire vraiment de se déconnecter complètement. Lundi, mardi, on va repartir avec plus belle. Franchement, on va partir avec beaucoup de vidéos, essayer de gommer, justement revenir sur le match de Chelsea, les erreurs qu'on a pu commettre. Et mercredi, tout un groupe, tout un club va devoir s'unir pour aller remporter cette compétition. Parce que c'est au-delà de la coupe. C'est au-delà du fait que Manchester United ait remporté la Ligue Europa en 2025. C'est au-delà de ça. C'est notre avenir, c'est notre futur qui est dans cette coupe. C'est triste, mais encore une fois, je suis désolé les gars, mais on va devoir se retourner vers les dirigeants. On peut bien critiquer Højlund, on peut bien critiquer je ne sais qui, mais encore une fois les gars, c'est inadmissible. Moi, j'ai vu 99, j'ai vu 2001, j'ai vu tous les attaquants qui étaient là. Il y avait Diego Forlán en 2002-2003. Il n'était pas à son apogée comme à l'Atlético, mais il marquait des buts. Diego Forlán, les gars. Les buts, il a marqué 2 fois contre Chelsea dans les arrêts de jeu. Diego Forlán. Aujourd'hui, on se retrouve avec des Højlund. C'est pas Højlund le problème, les gars. Je suis désolé. Donc, on va se retourner vers la Ligue Europa. Et voilà. Franchement, malheur aux perdants. Je dis là, malheur aux perdants parce que le goumin que les supporters du club perdant va encaisser pendant tout l'été, malheur aux perdants. Parce qu'on perd, ils perdent. On perd, ils perdent. On perd, ils perdent. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Il n'y en a pas un pour dire, moi, je suis pas un tocard. RMC se prétend de dire, la finale des tocards. On s'en bat les couilles, les mecs. On s'en bat les couilles. Vous savez pourquoi on s'en bat les couilles? Parce que, même si au final, c'est la finale des tocards, vos clubs, en l'occurrence Lyon, n'y est pas. Alors, votre rancœur, vous la gardez ailleurs. Merci les gars. Prenez soin de vous.